les gens l'ont vécu. Voilà. Merci, merci beaucoup. Ce que je propose, donc, comme pour ma part et le rapporteur, on ne s'était pas exprimé sur les inégalités, on le fait rapidement et on embraye tout de suite sur les groupes pour qu'il y ait une réponse à tout le monde là-dessus. Bon, je conçois que ce soit un peu long, mais n'empêche, moi je voulais quand même saluer le travail et la qualité statistique et des données qui sont celles à la fois de l'OCDE, la Banque de France et l'INSEE. Moi, ma réflexion, c'est bon, c'est globalement. Moi, j'ai trouvé qu'hier, c'est intéressant qu'on ait cette audition aujourd'hui après la conférence de presse du chef de l'État hier, parce que je trouve qu'il y avait un élément qui n'apparaissait pas dans cette conférence, c'est l'explosion des inégalités en ce pays. Voilà. Et ce que vous décrivez, alors je vais y revenir malgré quelques correctifs, c'est quand même que depuis 2017, il y a une augmentation des inégalités dans ce pays. J'observe déjà une première chose. Alors, vous l'aviez mis dans le... je l'avais observé tout à l'heure dans la première explication, notamment par exemple sur le pouvoir d'achat des salaires qui baissent, ainsi que les salaires médians de base, contrairement à ce qui a été affirmé hier en 2023-2022, alors que le pouvoir d'achat global augmente. Et vous aviez clairement dit, je le répète, que c'était notamment dû au revenu du capital qui augmentait. Or ça, c'est quelque chose qui est dû... pour ma part, à une politique fiscale et qui a une incidence. Parce que soit on estime, bon, ça on fait tous la même observation, que les revenus, on va dire, médians, voire populaires, salariés, ne sont pas assez rémunérés dans ce pays, et on les compare, j'allais dire, aux revenus qui sont ceux permis par la solidarité nationale, soit on les compare par rapport aux plus riches. Et le focal, dans ces cas-là, il n'est pas le même. Parce que si on les compare par rapport à ceux qui vivent de la solidarité nationale, à ce moment-là, les correctifs sont faits en termes de fiscalité. Ils sont faits éventuellement en faisant en sorte, avant tout, pourquoi pas même, d'abaisser les revenus de la solidarité nationale, par exemple les indemnités de chômeurs. Si on les compare avec les revenus des ultra-riches, là, le problème devient différent. Et la question centrale qui est posée, c'est la question du partage de la valeur ajoutée, parce qu'il n'y a pas de mystère. Si vous avez, par exemple, 42 milliards d'air qui, depuis 2020, ont gagné 230 milliards d'euros de plus, c'est les chiffres d'Oxfam, il faut bien que ça soit pris sur quelque part. Et donc, à partir de là, les analyses politiques me semblent différentes. Bon, ça, c'est une remarque que je fais, évidemment, que chacun ne partagera pas ici, je le sais bien, mais qui me semble important. Alors, par contre, après, j'ai une question à vous poser. C'est que, la première chose, on observe une chose intéressante dans votre tableau qui justement, éclaire un peu ce que je viens de dire. Enfin, c'est une observation, une question de votre tableau, page 15. Parce qu'on voit bien, effectivement, que les mesures socio-fiscales bénéficient, par exemple, de manière importante au D1, voire D1, D2. Et puis qu'on a une courbe qui descend très nettement sur les classes moyennes. Sauf que ce qu'on dit moins souvent, c'est que ça remonte pratiquement de la même manière pour les D9, c'est-à-dire qui bénéficient des mesures socio-fiscales, des 9 et des 10, qui confirment un peu ce que je viens de dire, d'autant plus que là, le pourcentage équivaut à des sommes qui sont évidemment très importantes. La deuxième réflexion, c'est que vous le notez, on continue à avoir en France, ce qui était justement propre un peu disons, à l'État social français, le fait que vous ayez un amortisseur permis par la redistribution, les transferts permis par les redistributions par prélèvement et transferts. On a, de ce point de vue-là, en France, un pays qui se classe plutôt bien par rapport à l'Union européenne. Et pour autant, on s'aperçoit que maintenant, sur les inégalités au sens brut, des revenus disponibles après transfert, là, par contre, on est dans la moyenne de l'Union européenne. C'est-à-dire que là, on a un décrochage. Et à mon avis, il serait intéressant d'avoir dans l'évolution du temps, disons depuis une dizaine d'années, quelles étaient les mêmes estimations. Parce que comme ça, à vue de nez, je pense que la France se classait mieux en termes d'inégalité brute il y a 10 ans qu'elle ne se classe aujourd'hui, justement, notamment en lien avec la politique fiscale. Voilà, ça c'est une réflexion qui pour moi est intéressante. Et je termine là-dessus. Vous terminez souvent sur les... Vous avez notamment un tableau qui est intéressant justement sur le D10, enfin le D9 et D10, et notamment sur les 1% des Français les plus aisés. Moi, je crois que maintenant, il y a une telle explosion de concentration de richesses qui sont montrées aussi bien par les études de l'IPP avec Bercy que par les études qui viennent sortir de l'Oxfam sur les 0,1% des plus aisés,
avec vraiment des incidences en termes de pertes pour les caisses de l'État. Et je regrette qu'il n'y ait pas de la même manière une loupe plus précise qui soit faite sur ces 0,1%. C'est-à-dire on a des analyses pour les 1%, mais pas pour en gros les milliardaires, pour aller vite. Voilà, qui me semble avoir accumulé des centaines de milliards d'euros depuis 2017 qui manquent aux caisses de l'État et qui manquent au salaire dans la part de la valeur ajoutée.